Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière conférence de Zero to One. Je suis Thomas de Tambel, je suis Startup Manager à H7, accélérateur tech et responsable de la métropole de Lyon. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Baptiste Jamin. Baptiste, bonjour. Bonjour à tous. Baptiste, on est là ensemble pour la conférence Faire de la fidélisation, son premier levé d'acquisition. Et on est là ensemble pour 30 minutes pour parler de ce sujet-là. Donc avant tout, merci à nouveau d'être présent pour Zero to One. Et très rapidement, Crisp, je pense que certaines personnes dans la salle doivent le connaître, mais il faut savoir que tu as cofondé Crisp en 2015 avec ton associé Valérian, alors que vous étiez encore étudiant. Depuis le début, vous êtes bootstrappé. Vous avez également passé le cap des 600 000 clients et 80% de ces clients sont à l'étranger, et tout ça avec seulement 20 collaborateurs dans la structure. Donc c'est un bel exploit, et aujourd'hui tu vas pouvoir nous raconter tout ça sur la scène de Zero to One. Pour revenir rapidement sur le lancement de Crisp, moi j'ai noté que c'était deux techs passionnés qui se sont associés pour lancer Crisp. Je te laisserai justement en parler davantage. Mais la promesse était claire lorsque vous vous êtes lancé, c'était de proposer l'expérience utilisateur la plus fluide possible, la plus qualitative possible. Et cette promesse, vous l'avez concrétisée avec Crisp. Je te laisse nous présenter ce qu'est Crisp et quelle est ta vision du MVP au lancement de ce dernier. Très bonne question. Donc notre vision au début avec Crisp, on était deux étudiants. Quand on est étudiant, on s'ennuie un peu, on avait beaucoup de temps libre. Avec Valérian, on a commencé à créer des produits très tôt. On est tombés tous les deux dans la marmite de la start-up ou du code à très tôt. Moi, j'ai commencé à coder à 12 ans. Et parmi tous ces projets qu'on a fait très tôt, on s'est rendu compte que la brique relation client, parler à ses utilisateurs, c'était hyper important. Et tous les produits qui existaient sur le marché à l'époque, c'était des monstres, des dinosaures, des clicodromes, c'était horrible. Et on s'est dit, mais aujourd'hui, dans les produits qu'on utilise, nous, en tant que consommateurs au quotidien, dans le monde B2C, on a des Messenger, des WhatsApp, Telegram. C'est des apps qui sont quand même vachement bien faits pour parler à nos potes, à nos familles. Pourquoi, dans le monde de l'entreprise, on n'aurait pas cette même qualité pour parler à ses clients, à ses utilisateurs ? C'est exactement dans cette perspective qu'on s'est lancé avec Crisp en 2015. Et rapidement, on a fait un MVP. Alors, on parle beaucoup, il faut faire son MVP. Tous les entrepreneurs retiennent uniquement le mot minimum dans le minimum viable product. Et en fait, du coup, beaucoup d'entrepreneurs se lancent sur le marché avec des produits tout pourris et minimaux, et ils comprennent pas, ils pivotent après parce qu'ils n'ont pas d'utilisateur. En fait, nous, on est parti avec ce que j'appellerais un minimum lovable product. Le minimum lovable product, c'est de se dire, on va faire une bombe de valeur pour que dans un milieu qui est quand même concurrentiel aujourd'hui, et en 2024 encore plus qu'en 2015, il y a 36 000 boîtes, 36 000 SaaS qui existent, plein de coms sur LinkedIn. Quand les gens vont découvrir votre produit, il faut qu'ils se disent, c'est quoi ce truc, quoi. Il y a juste à voir, tout à l'heure il y avait Amo qui était là, c'est exactement une boîte qui a compris ce que c'est que cette notion de minimum lovable product, et c'est avec ça qu'on va réussir à gagner de la traction au début quand on se lance. Donc si je comprends bien dès le début, avec cette notion de minimum lovable product, il y a une notion de branding, de marque, et on en parlait justement avant. La marque, on a l'impression qu'elle a été pensée dès le début, ou alors elle a été conçue au fur et à mesure du temps et de l'évolution. Comment ça s'est fait justement cette notion de marque chez Crisp? Comment elle a évolué, et qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? On se dit souvent qu'une marque, c'est un logo, c'est un positionnement, etc. Une communication. En fait, moi, je considère qu'une marque, c'est avant tout un produit. Le produit Crisp, au début, c'est 10 utilisateurs. Et on utilise Crisp au début nous-mêmes pour communiquer tous les jours avec nos clients. Et en fait, ces 10 utilisateurs, ça devient presque nos meilleurs potes, quoi. Tous les jours, on communique avec. Comment on les a eu ces 10 premiers utilisateurs? On s'imagine que lancer une boîte, c'est The Social Network, pour ceux qui ont vu ce film-là, où Mark Zuckerberg envoie un mail à 10 000 personnes à l'université, le lendemain, c'est un raz-de-marée. En réalité, lancer une boîte, c'est plus compliqué que ça. Nous, on a eu la chance où j'ai un copain qui a envoyé un call d'email à une vingtaine de boîtes en disant vous n'avez pas de support client, vous avez un contact form pété sur votre site internet, vous avez qu'à utiliser Crisp, et c'est français, c'est gratuit, ils sont en bêta, voici le lien d'inscription. Le lendemain, on découvre qu'on a 10 utilisateurs sur notre plateforme, et on commence à être une vraie boîte à partir de ce jour-là. Et en fait, ces 10 premiers utilisateurs,
ça a été de la bombe en barre pour nous. Ils nous ont ouvert la voie et on a écouté beaucoup de choses de ce qu'ils nous ont indiqué. J'ai appliqué un truc qu'on dit souvent, le do things that don't scale. On parle beaucoup de ça dans les startups, mais on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Moi, comment je l'ai appliqué, c'est les premiers utilisateurs. Nous, en pur bons ingénieurs, on s'était dit, installer Crisp sur son site internet, c'est simple, tu copies-colles le code et hop, ça marche. En fait, ils ne savaient pas le faire. Et donc, moi, je commence à prendre des gens en call et le faire à leur place. Et en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, Crisp, ça doit être aussi simple que appuyer sur un bouton et hop, ça marche. Et ça a changé tout. Et en fait, il y a plein de boîtes connues qui ont commencé comme ça. Par exemple, le cofondateur de Airbnb, au début, quand il lance Airbnb, ils n'ont pas de photographe. Ils se rendent compte que les posts qui ont des photos et des jolies photos marchent beaucoup mieux que les autres. Et il va dans les propriétés des gens et il prend les photos et c'est comme ça que ça marche. Stripe, plateforme de paiement que tout le monde utilise. Avant que ce soit la plateforme qu'on connaisse maintenant, les deux cofondateurs, qui sont deux frères d'ailleurs, ils prennent les gens en call et ils installent Stripe comme ça, gratos. Et en fait, ça leur a permis de comprendre c'est qui nos clients et ce qu'ils veulent. Et ça change radicalement la donne quand tu commences. On parle dans ce talk de la fidélisation, mais en fait, si vous voulez commencer de 0 à 1, il n'y a pas de secret. En fait, faut juste capter ce que les clients, qui ils sont, ce qu'ils veulent, et faire le truc qu'ils veulent. Et à partir de là, on peut causer. Pour rester rapidement sur le sujet de la marque, tu disais la marque et le produit doit être aussi simple que d'appuyer sur un bouton, et tout passe aussi par le nom. Il me semble que tu as réfléchi justement le nom de Crisp. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, les utilisateurs français nous disent toujours... En fait, pourquoi vous appelez ça Crisp? C'est un nom de chip, c'est de la bouffe, c'est bizarre, c'est quoi ce truc? En fait, crisp en anglais, quelque chose qui est crispy, c'est quelque chose qui est bien fait. Et en fait, ça définit exactement comment on a voulu lancer notre marque. Parce que Crisp, en fait, on s'est dit, nous, on veut être le Apple de la relation client. Donc, il faut que ça marche, le truc, que ce soit bien fait. Limite, on se dit, c'est des gens de la Silicon Valley, des anciens, des anciens Uber, qui ont lancé ce produit-là. Ça vient de là. Super. Et sur l'évolution maintenant de Crisp, pour rester sur les lancements jusqu'aux premières évolutions, avant ça, on parlait tout à l'heure de aha moments. Ouais. Ce premier moment où l'utilisateur comprend la valeur de Crisp, à quel moment toi tu l'as trouvé et que tu as finalement défini ton MVP pour accélérer? Quand on a ces premiers utilisateurs, c'est cool, on a des utilisateurs qui utilisent votre produit, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est le moment où, en fait, faut commencer à ajouter des briques de tracking. Enfin, faut tout traquer, quoi. Sur une app, faut vraiment voir comment les gens interagissent avec l'application. Et c'est quoi ce qu'on appelle le aha moment. Donc, le aha moment, c'est typiquement le moment où un utilisateur commence à utiliser un produit, il se dit « Ah ouais, c'est trop bien ». Et donc, il y a plein de... je sais pas si on prend Tinder, c'est le moment où on swipe et hop, ça match. Le moment où on utilise Dropbox, c'est le moment où on drag and drop un fichier et hop, le fichier est dans le cloud, ça marche. Sur Instagram, je pense que c'est le moment où on fait sa première photo. Ça, c'est le aha moment. Et en fait, en quoi c'est important de définir ce aha moment? C'est que ça va être une métrique clé dans toute la vie de votre boîte. Et c'est un truc qu'on va pouvoir traquer, sur lequel on va pouvoir construire tout un tas de trucs autour. Nous, Crisp, on a défini que le aha moment, c'était le moment où quelqu'un entrait pour la première fois en communication avec un de ses utilisateurs. Et comment on l'a défini? C'est qu'on s'est rendu compte que quand on utilisait cette métrique et qu'on définissait la rétention sur les jours qui suivent, eh bien, en fait, le jour suivant, on avait un drop rate de 50%, donc ça veut dire qu'en un jour, on a perdu 50% des gens, mais que sur les jours suivants, ça reste à 50%. Ça veut dire que c'est le moment où, en fait, quelqu'un a compris la valeur de Crisp et qu'en fait, il utilise Crisp quasiment à vie après.
C'est hyper intéressant justement cette notion de high moment, cette rétention, sachant que au démarrage, ou en tout cas toujours actuellement, il y a un modèle freemium, il y a une version gratuite de Crisp. Il me semble aussi que ça vous sert à tester et à trouver ces high moments. Est-ce que tu peux étayer un peu plus ce sujet? Au début de Crisp, nous on est étudiants, on vit d'amour, de pâtes et d'eau fraîche. Et en fait, on était très jeunes, on avait quoi, 21, 22 ans. On avait besoin de parler à nos utilisateurs, de créer un produit qui était au début en effet en freemium, qui est toujours avec une offre gratuite d'ailleurs. Et ça nous a permis de comprendre le marché, ce que les gens veulent, etc. Là où ensuite on a pu commencer à craquer le truc, c'est un framework que j'ai appris assez au début, qui s'appelle le framework AARRR. Concrètement, il faut imaginer, donc ce framework AARR, ça s'appelle Acquisition. Donc, tout le monde connaît ce que c'est que l'acquisition. Hein, c'est on découvre votre produit, votre site sur Google, sur LinkedIn, etc. Ensuite, on a l'activation. Donc, c'est j'arrive sur le site, là je me dis ah, j'achète. Ensuite, on a la rétention. Donc, en fait, j'utilise le produit, je reste. Le referral, c'est j'utilise le produit, mais en plus, j'en parle à d'autres. Et évidemment, le revenu, c'est un moment, faut faire payer les utilisateurs. Et ce qui est cool avec le revenu, c'est que plus on a de revenus, plus on peut redéployer le revenu dans la croissance de la boîte. Et là, on a un cercle vertueux. Un effet boule de neige. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il faut imaginer ça comme un diagramme avec des barres. Donc, imaginons qu'on a une barre qui est l'acquisition qui va être, je sais pas, pour 1000 utilisateurs. On va avoir 500 utilisateurs derrière qui vont activer, puis 250 utilisateurs qui vont rester, et puis 125 personnes, et puis etc., etc. Ce qui est génial, c'est que du coup, si on optimise la brique rétention et referral, en fait, on a un emballement sur la première step qui est l'acquisition qui est énorme. En fait, c'est géométrique ou exponentiel. C'est qu'en fait, si ici on bouge un peu le curseur et qu'on arrive à tourner un peu le bouton et d'optimiser cette partie referral, et ben là, paf, l'acquisition, elle décolle. Et c'est exactement ce truc-là qu'on a travaillé au début de Crisp. Et ces deux bouts qui sont la rétention et le referral. Alors, il y a plein de méthodes pour faire ça. Donc, le meilleur moyen d'avoir de la rétention, c'est d'avoir un bon produit, que les gens en soient satisfaits. Ensuite, il y a plein de choses à faire pour de faire en sorte de créer un besoin chez eux pour qu'ils reviennent tous les jours. Il n'y a rien de pire que des produits qui se lancent et que les gens en ont besoin une fois et le lendemain, on n'a plus besoin d'application. Et la brique referral, c'est de faire en sorte que naturellement, vos utilisateurs, ils vont en parler à tout le monde et ils en sont contents. Et si on arrive à avoir ces deux trucs-là, c'est la manière, quand on lance une boîte, d'avoir un vrai produit qui a de l'attraction et plus qu'un produit market fit, quoi. C'est vraiment, si vous arrivez à craquer ces trucs-là, ça devrait vraiment cartonner votre boîte. C'est intéressant que tu parles de ce framework ARRR. On a tendance à le suivre dans cette étape, dans ces ordres-là. D'abord travailler l'acquisition, puis l'activation. C'est con, en fait, ça devrait être un framework qui serait RRAAA. En fait, faut l'inverser. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a retenu justement dans ça. Et ce qui m'amène en fait à cette question, c'est est-ce que lorsque vous avez vu ce framework, vous pensiez déjà activer, enfin en tout cas insister sur la rétention et le referral avant de faire. En fait, on le faisait naturellement, mais en fait, alors, c'est pas une méthode magique, il faut plutôt le voir comme un schéma de pensée. C'est-à-dire que il n'y a pas une application qu'on installe et que ça fait de l'ARR dans sa boîte. En fait, non, c'est juste En fait, il faut juste une fois comprendre la notion, l'intégrer et de se dire qu'en fait, si je touche aux deux dernières étapes, en fait, on a un effet boule de neige. Et en fait, ça va permettre de modifier tout un tas de choses dans son produit et de se concentrer sur certaines choses qui vont avoir titiller certains trucs qui vont avoir un impact énorme. Et j'insiste sur cet impact énorme. Et justement, comment tu fais pour capitaliser sur la croissance de Crisp avec la recommandation et la rétention? Est-ce que vous avez mis en place d'autres méthodes pour maximiser justement cet impact? Comment ça se passe chez Crisp? Il y a un autre... Alors, Crisp, ça fait comme maintenant depuis 2015. On a passé quand même tout un tas d'étapes entre les deux.
on est passé d'un moment où au début on avait des primo-entrepreneurs, des petites startups qui nous utilisent, à un moment où maintenant on est établi dans plein de marchés, dans plein de pays dans le monde. Et un framework que j'ai découvert récemment qui s'appelle le Narrative Primitive Enablers, qui a été développé par Jean de la Roche-Brochard. Donc c'est encore une fois, c'est un schéma de pensée qui se construit donc sur 3 choses, ce qu'on appelle la notion de narrative. Donc de primitive et d'enablers. Donc jusqu'ici, j'ai dit 3 buzzwords et que vous n'avez pas trop compris ce que ça veut dire. Mais je vais donner un exemple, rassurez-vous. Si je prends l'exemple de Facebook, que tout le monde connaît, même si de moins en moins de personnes l'utilisent, à part votre grand-mère, le narratif de Facebook, c'est que les gens ont besoin de se stalker. C'est un besoin que tout le monde a. Donc ça, c'est le narratif, c'est le besoin. La primitive de Facebook, c'est quoi la core feature qui va appuyer sur ce besoin? Chez Facebook, ça va être la notion de feed. C'était les premiers à développer cette notion de feed, et c'est grâce à ça que ça marchait. Et les enablers, c'est des fonctionnalités annexes qui vont appuyer la core feature. Donc, des notions de like, des notions de partage, notions de chat, etc. Si je prends d'autres exemples, si je prends Zoom, le narratif, c'est évidemment le besoin de communiquer avec les gens. La primitive, du coup, c'est un outil avec un vidéo chat qui est très bien fait. Et les enablers, dedans, ça va être la notion d'enregistrer un call, la notion de faire un groupe dans une vidéo, etc. Chaque boîte qui marche en général a ces 3 trucs. Il n'y a rien de pire qu'une boîte qui va se lancer. En général, toutes les boîtes, elles ont un narratif. Sinon, il n'y a pas de client, s'il n'y a pas de problème. En fait, le narratif, en général, c'est le problème. Et en fait, il y a beaucoup de boîtes qui manquent cette primitive, qui est cette espèce de grosse core feature qui est très bien faite et sur lequel vous êtes très très bon. Et en fait, tous les enablers, on va dire, c'est des sous-features à côté qui vont appuyer ça. Et en fait, il n'y a rien de pire qu'une boîte qui se lance avec cet aspect narratif, donc le besoin, avec plein de petits enablers autour, mais sans ce truc central qui est vraiment central et sur lequel tu es inattaquable. Par exemple, Gmail, qui est un exemple qui est très bon. Google, quand ils ont lancé Gmail, ils ont lancé juste un système de mail qui est plutôt bien fait, qui est très bien fait, qui est même très minimaliste. Et là-dessus, petit à petit, ils ont commencé à ajouter des enablers qui ont renforcé leur position. Donc, vous avez vu pendant le Covid, petit à petit, hop, il y a un bouton Gmeet qui apparaît dans Gmail. Hop, un système de calendrier qui apparaît. Et c'est comme ça qu'on arrive après à arriver à avoir un produit qui arrive à conquérir un marché. C'est avec cette notion de 3 trucs. Et donc, nous, en quoi Crisp, ça nous aide? C'est que Crisp, aujourd'hui, les gens nous identifient aujourd'hui très bien comme un outil de relation client. Parler à mes clients. Voilà, c'est ça le truc. C'est le besoin, c'est parler à mes clients. Et ça, c'est, on va dire, c'est le besoin, c'est l'aspect narratif. Nous, notre fonctionnalité primitive, ça va être notre inbox. C'est ce qui va te permettre de communiquer avec ses clients. Et du coup, quand on pense à ça, que c'est vraiment le besoin, la core feature et le besoin, en fait, on va pouvoir créer plein de petits trucs annexes à côté qui vont renforcer ça. Donc, par exemple, dans Crisp, dans notre inbox, quand on parle à quelqu'un, on sait qui c'est. Donc ça, c'est la notion d'enablers. Donc, on a rajouté un petit CRM dans Crisp, même carrément un CRM. Le fait ensuite de pouvoir automatiser une partie de la relation client et automatiser les chats. Pareil, c'est un enablers. Donc, en général, chaque boîte qui marche va pouvoir se capitaliser sur ça. Et en fait, nous, on a été un moment l'année dernière où nos clients, ils nous demandent un peu de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est très utile comme framework parce qu'en fait, on se dit, quand on voit ça comme ça, en fait, on se dit, en fait, ma primitive, c'est ça. Et en fait, ça, c'est pas un enabler, c'est pas très utile. Ça, c'est pas très utile. Par contre, ça, en fait, si je le mets là, là, j'ai un truc qui est vraiment puissant.
Et ça m'amène aussi à un autre sujet sur les enablers, mais aussi sur les premiers clients dont tu as parlé au tout début, ceux qui étaient là, les 10 premiers. Est-ce qu'ils sont toujours là? Et surtout, tu me disais aussi qu'il y avait cette notion d'ambassadeur, de client ambassadeur. Ouais. Comment tu fais pour capitaliser sur ces ambassadeurs, pour leur proposer des nouveaux enablers? Tu m'as parlé d'une petite anecdote sur ça. Et comment tu fais pour faire évoluer Crisp avec eux? Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on a des clients partout dans le monde. Plein de petites boîtes de différents genres. Ce qui est important au début, c'est facile quand on a 10 clients parce qu'on n'a que 10 personnes sur lesquelles capitaliser. On s'est concentré très fort et très dur au début sur ça, et en fait tellement fort qu'il y a un de nos premiers utilisateurs qui était ambassadeur sur Product Hunt. Et en fait en 2015, Product Hunt, qui existe toujours, mais était vraiment un système. Quand on était sur Product Hunt, on cassait la baraque. C'était un faiseur de roi. Et quand on s'est retrouvé sur Product Hunt en 2015, du jour au lendemain, ce gars-là, il ne nous a pas prévenu. Un de nos premiers utilisateurs, tellement fan de ce qu'on fait, alors qu'on ne le connaissait pas. Hein. Du jour au lendemain, le gars débarque, il nous met sur Product Hunt et ça a été un raz-de-marée. Et en fait, c'est important d'identifier des fans absolus de son produit, parce que ça va être des boussoles clés à l'avenir. Et régulièrement, par exemple, j'ai eu une discussion hyper intéressante avec un utilisateur en juin dernier. On s'apprêtait à lancer une feature. Je voulais lui présenter tout fièrement la feature en avant-première. Et il me dit, mais c'est nul. C'est pas ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, en fait, faudrait ça. Et en fait, pour faire ça, mais en fait, en plus, t'as qu'à utiliser tel framework, tel bout de code, t'inspirer de ça. Et là, à la fin du code, je me dis, ah ouais, mais en fait, faut qu'on fasse ça tout de suite. Et en fait, l'après-midi, on se lance chez Crisp sur un prototype. Et quelques mois plus tard, on lance. Et merci Vic, qui est australien et qui nous regarde certainement pas. Et qui ne regardera pas, ce qui ne comprendra pas un seul mot de ce que je dis. Mais il s'avère que ce gars-là est fan et que, tellement fan que pendant la Coupe du Monde, il se réveillait le soir et il me disait allez Crisp, je croise les doigts pour le match pour vous ce soir. Bon, ça n'a pas aidé la France à gagner, mais ça vous montre le niveau d'engagement de ce genre de client. Et en fait, on peut pas écouter tout le monde, évidemment. En fait, avoir des utilisateurs qui sont vraiment fans, ambassadeurs, et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dans des moments clés et capitaliser sur eux pour construire une montre de valeur. Et ça, c'est hyper utile. Tu m'as coupé la question, justement, j'allais te demander s'il fallait toujours écouter ses clients, certaines typologies de clients. Évidemment, non. Faut surtout pas écouter tout le monde. Sinon, à la fin, on a un produit, c'est la Sagrada Familia, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 36 000 architectes. Je l'ai jamais vu en vrai, mais beaucoup de gens la trouvent jolie. Mais bon, il s'avère qu'il y a 36 000 architectes qui sont passés dessus et c'est populaire parce que c'est assez curieux comme truc. Mais en fait, si on veut avoir un produit cohérent, à un moment, il faut choisir et oser dire un non. Parce que les utilisateurs, parfois, ils disent « Ah, vous pouvez pas ajouter un bouton là ?» Non. Non, il faut pas faire ça. D'ailleurs, pourquoi tu as envie d'ajouter ce bouton ? Ouais, parce qu'en fait, je voudrais un bouton, une petite feature qui fait ça, parce qu'en fait, mon besoin, c'est ça. Ah, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, ton besoin, on pourrait certainement le faire différemment. On a d'ailleurs certainement une feature qui le fait déjà. Et puis peut-être qu'en fait, c'est une bonne idée, mais en fait, il faudrait juste le faire autrement. Donc, en fait, il faut surtout pas écouter... faut surtout pas écouter tous ces utilisateurs. Il faut en écouter certains. C'est intéressant. Et ça m'amène à ma prochaine question, c'est la relation que tu as avec tes clients. Dès le début, forcément, Crisp, on le voit comme l'outil de relation client. Mais derrière toi, personnellement, comment tu fais pour les écouter ? C'était comment au début ? C'est comment aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué ? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors au début, comme on était deux, on se partageait un peu en deux fuseaux horaires. On faisait un peu les 2-12, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à un moment, je parlais aux Américains la nuit et Valérian la journée. Ce qui permet de capitaliser au moment où on s'est lancé sur Product Hunt. Fallait pas perdre ce momentum et chaque client, enfin chaque prospect, fallait les choper pour qu'ils utilisent Crisp. Et à un moment, c'est plus possible pour recruter.
Et donc, on a commencé à monter une équipe après de relations clients. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut leur apprendre nos valeurs, leur apprendre le produit. Et petit à petit, maintenant, on a une vraie équipe autour de ça, qui est gérée par Camille chez nous. Et tout le monde, c'est quelque chose tout le monde est acculturé à ça chez Crisp. Et on parle tous, tout le monde a accès au Crisp de Crisp, et tout le monde peut parler aux clients, et tout le monde en fait. Par exemple, chez nous, sur le développement, il y a beaucoup de boîtes où la partie développement est hyper silotée et les devs ne parlent pas aux clients. Il y a même beaucoup de boîtes où il y a un support client, des project managers, des devs, le marketing et puis à côté les ventes. Et chez nous, ça marche pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, un dev qui fait un bug, il va se taper les clients qui ont eu le bug derrière. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'on est sadique. C'est parce qu'en fait, ça permet de comprendre que quand on a un bug, quand on a créé un bug, c'est un impact énorme pour tout le monde. Pour les clients, pour l'équipe, derrière, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et en fait, derrière, quand on a compris ça, et quand on fait sa feature, on s'y prend à 2 fois avant d'appuyer sur le bouton bleu pour déployer. Ça change tout. Et surtout, en fait, on réduit plein de canaux de friction. Et parfois, t'as un client qui dit « Ah, il y a ça qui marche pas ». Et tu dis « Ah, ouais, ok, ça marche pas ». Attends 2 secondes, je touche 2-3 trucs, hop, merge request, ça part en prod, c'est bon, rafraîchi, hop, ça marche. Et là, on a quelqu'un qui est extrêmement impressionné et c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et lorsque vous développez des nouvelles features, là, tu nous as parlé un peu de comment était structurée ton équipe. Lorsque vous devez implanter une nouvelle feature, donc impacter finalement l'expérience utilisateur, à quoi vous pensez justement avant de la lancer? Quelles sont les questions que vous vous posez avant de la lancer, la mettre en prod? Bon, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas tout faire. Bon, nous, on a la chance d'utiliser Crisp nous-mêmes pour notre propre outil, donc on a quand même une vague idée de ce qui pourrait nous aider déjà, nous, à accroître. C'est ça toujours le but, c'est faire un truc qui va aider ces utilisateurs à accroître. Par exemple, tous les ans, on fait un espèce de gros sondage où, en fait, on randomise plein d'idées de features qu'on a et en fait, assez vite, on voit des espèces de grosses tendances de ce que les gens veulent et après, c'est assez facile d'imaginer de quoi les gens ont besoin. Et puis après, il faut toujours imaginer, en effet, cette histoire de NPE que je disais, Narrative Primitive Enablers, c'est qu'en fait, il y a des trucs qui sont pas très importants, qui vont pas t'apporter plus de chiffre d'affaires, pas plus de clients, mais ça, faut déprioriser typiquement. Alors que il y a des trucs qui sont plutôt urgents, que tout le monde veut, qui peuvent avoir un impact directement sur la croissance et sur les revenus, ça évidemment, faut y aller. Et je vois que le temps file, justement, j'ai une dernière question à te poser. Oui. On parle beaucoup d'IA et de développement. Il y a une certaine tendance et une certaine volonté, en tout cas, des entreprises de s'y mettre. Sachant que de ton côté, avec Crisp, l'idée, c'est d'avoir une relation client la plus humaine possible. Tu parles même de human touch dans un logiciel SaaS. C'est quoi ta vision de l'IA pour aujourd'hui et aussi pour demain et chez Crisp également? Ça va être court, 2 minutes pour couvrir tout ce que je pense. Je pense que nous, humains, on a vraiment quelque chose à jouer dans la relation client. D'ailleurs, quand on regarde les stats, beaucoup de gens s'imaginent que le support client va être un des premiers trucs qui va dégager une fois que l'IA arrive. Ce que je pense réellement, c'est que dans le meilleur des mondes, le support client ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce qu'en fait, le meilleur support, c'est quand il n'y a pas besoin de support. C'est la base. Le meilleur support, c'est quand tu n'as pas de problème. Il y a plein de boîtes comme ça, tu les as jamais contactées parce qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi il y a des problèmes? Déjà, pourquoi créer un chatbot qui va répondre aux clients à résoudre leurs problèmes? Déjà, il faudrait résoudre ces problèmes-là en amont. Ce serait déjà très bien. Il s'avère qu'aujourd'hui, les chatbots sont capables de résoudre. Ça dépend des boîtes. Nous, on a des clients, on a développé une IA cette année qui marche très bien, qui va être capable de résoudre 50% des problèmes récurrents. J'ai perdu mon mot de passe, c'est quoi les méthodes de paiement que vous supportez, etc. Je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas spécialement de valeur ajoutée à répondre, à être des perroquets. Par contre, ceci dit, je crois beaucoup qu'un support client, en fait, c'est pas seulement un support client. Moi, je crois que nous, la manière qu'on le gère, c'est on veut être un peu comme un Apple Store. C'est-à-dire que quand on rentre dans un Apple Store, c'est pas seulement des vendeurs, des conseillers, quoi. C'est on crée une relation qui fait que si je viens avec un iPhone, en fait, je repars avec un iPhone et un iPad et tout un tas de trucs.
Eh ben, en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut construire le truc et qu'un robot, il va pas faire ça. Donc c'est une opportunité de solutionner automatiquement certains problèmes sur lesquels on n'a pas trop de valeur ajoutée. Les gens, ils veulent une réponse très rapide, pas créer d'affect ni rien. Par contre, il s'avère que quand on a soit un vrai problème ou vraiment une question complexe ou du sales et tout, faut surtout pas perdre cette opportunité-là. Et en fait, c'est pas de l'argent de parler avec ce client-là, ça va rapporter énormément de le convertir derrière. Et donc pour ça, faut utiliser Crisp. Et ce sera le mot de la fin pour cette conférence. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup.